Dans une petite ville tranquille, où chaque rue semblait cacher des histoires du passé, un groupe de jeunes amis passait l'été à explorer les recoins oubliés de leur environnement. Parmi eux, il y avait Clara, une rêveuse passionnée de mystères et d'histoires anciennes, Lucas, le sceptique du groupe, toujours prêt à mettre en question les croyances des autres, Sarah, la pragmatique qui avait un excellent sens de l'orientation et aimait organiser les projets, et enfin Thomas, le bougon, qui avait une connaissance encyclopédique des théories du complot et une fascination pour le paranormal. Un jour, lors d'une balade près de la rivière qui serpentait en contrebas, le groupe découvrit une vieille cabane abandonnée, partiellement cachée par la végétation. Intrigués, ils s'approchèrent et, après une série de rires et d'invites, décidèrent d'explorer l'intérieur. La cabane était remplie de souvenirs poussiéreux, vieux meubles, livres pourris et un grenier encombré d'objets oubliés. C'est là qu'ils tombèrent sur une boîte en bois, ornée de symboles étranges et presque hypnotisants. Avec une grande excitation, ils l'ouvrirent, découvrant à l'intérieur plusieurs enregistrements vinyles, un témoignage d'un homme nommé Edgar Cayce. Clara, attirée par le nom, fut la première à s'exclamer. Mais c'est l'homme qui avait des visions. Lucas, amusé, se moqua des croyances de son ami en disant « Oh oui, le pseudo-prophète qui prétendait guérir par la pensée. » Mais cette moquerie ne découragea pas Clara. Elle expliqua qui était Edgar Cayce, un voyant du début du XXe siècle célèbre pour ses lectures spirituelles et médicales, qui aurait prédit des événements comme la Grande Dépression et même la Seconde Guerre mondiale. Alors que Lucas devait partir pour des vacances en famille, ils convinrent de se retrouver quelques jours plus tard pour écouter les enregistrements, persuadés qu'ils pourraient passer un bon moment ensemble. Les jours passèrent, et le groupe réuni commença à écouter les premiers enregistrements. La voix, calme et posée, transmettait des messages de sagesse qui résonnaient étrangement avec les défis du monde contemporain. Cayce parlait de la nécessité de préserver l'environnement, de l'importance de l'unité humaine face à la division et des prévisions de bouleversements géopolitiques. À chaque enregistrement, les amis écoutaient, fascinés, mais aussi perplexes. Certaines prédictions semblaient si spécifiques et actuelles qu'il était difficile de croire à la simple coïncidence. Un passage en particulier éclata à la conscience de Clara, lorsqu'il évoqua une crise mondiale de l'eau, un sujet brûlant vu les événements récents autour de la dévastation des ressources naturelles. Écoutez ça, c'est d'une pertinence incroyable, s'écria Clara, son regard brillant d'excitation. Thomas, même s'il était habituellement sarcastique, commença à hocher la tête, trouvant un sens réel dans les mots de Cayce. Lucas, bien qu'il restait sur ses gardes, commençait à se demander si tout cela n'était pas pure légende. Désireux de comprendre davantage, le groupe décida de mener une enquête. Ils se plongèrent dans des livres et des articles sur Cayce, mais aussi sur des événements actuels qui semblaient correspondre à ses prédictions. À chaque recherche, ils découvraient des points de contact troublants entre les événements passés et présents. Par exemple, une prédiction sur les tremblements de terre dans des régions spécifiques faisait écho à une récente série de secousses ressenties dans plusieurs endroits du globe, y compris leur propre région. En parallèle, des événements dans leur petite ville commençaient aussi à prendre une tournure étrange. Le maire annonça des plans de développement qui menaçaient la forêt voisine, alors qu'un enregistrement de Cayce parlait de l'importance de préserver la nature pour éviter des catastrophes futures. Les jeunes, maintenant obnubilés par ces révélations, décidèrent d'agir. Clara proposa d'organiser une rencontre dans le parc, invitant la communauté à discuter des enjeux environnementaux locaux tout en partageant les prédictions de Cayce. Et la soirée de la rencontre, une ambiance de nervosité mêlée d'excitation remplissait le parc. Ils avaient préparé une exposition de photos et affiches, mettant en lumière certaines des prédictions les plus frappantes de Cayce, en les comparant avec des événements récents. Les visages familiers des habitants de la ville se tournaient vers le groupe, et les murmures d'incertitude s'élevèrent lorsque Clara prit la parole, exposant ce qu'ils avaient appris. Des questions fusèrent dans la foule. Mais que pouvons-nous faire pour changer cela ? Demanda un homme âgé, le visage marqué par l'inquiétude. Lucas, avec une détermination inattendue, proposa de mettre en place un comité de sensibilisation pour protéger les espaces verts menacés dans leur ville, se basant sur les prévisions d'Edgar Cayce. Le débat s'enflamma. Les jeunes, au cœur de leur projet, se rendirent compte que leur enquête n'était pas seulement une étude cérébrale, elle se transformait en un puissant mouvement communautaire. Le lendemain, ils se lancèrent dans des actions concrètes. Des pétitions circulaires, des ateliers furent organisés, et même des articles dans le journal local furent publiés, tous évoquant les idées de Cayce, transformés en appel à l'action pour préserver l'environnement. Les coïncidences autour des prédictions semblaient se multiplier, créant un élan irrépressible. Une fois, au cours d'une discussion, ils réalisèrent que l'enregistrement qu'ils avaient écouté parlait d'une vague de solidarité naissante,
Et c'était exactement ce qu'ils commençaient à éprouver au sein de leur communauté. Au fil du temps, ils continuèrent d'explorer les autres enregistrements, découvrant la sagesse de Caïs sur des sujets d'importance cruciale, la nutrition, la santé mentale, et même des visions de développement spirituel. Chaque découverte alimentait leur passion et leur détermination à créer un changement tangible. La petite ville que pensaient connaître prenait une nouvelle couleur, une nouvelle dimension. Et cela grâce à un homme qui avait vécu bien des décennies auparavant. Finalement, leur enquête et leurs actions s'épanouirent en un projet de grande envergure, attirant l'attention des médias locaux et inspirant d'autres villes à lancer des initiatives similaires. Grâce à une simple boîte trouvée par hasard, le groupe de jeunes, autrefois insouciants et en quête d'aventure, se retrouva à la tête d'un mouvement transformateur, prouvant que même les visions d'un passé lointain pouvaient éclairer et remodeler l'avenir. Alors que les jeunes continuaient d'explorer les enregistrements, la pièce était envahie par un murmure croissant. Chaque nouvelle révélation tirée des prédictions d'Edgar Cayce semblait résonner plus intensément dans l'esprit de chacun. Les visages se figeaient à mesure qu'ils établissaient des parallèles entre les prophéties et la réalité contemporaine. « Regardez ça !» s'écria Camille, pointant du doigt une citation sur son ordinateur portable. Cayce a dit que des leaders charismatiques apparaîtraient à des moments de crise pour mener les gens vers une nouvelle ère. Pensez-vous que cela parle de Trump et du pape? Les yeux de Lucas s'écarquillèrent sous le coup de l'étonnement. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Est-ce que ces personnes ont réellement un rôle à jouer dans un changement majeur de notre société? Sa voix trahit une inquiétude palpable, et il ne pouvait s'empêcher de se demander si les jeunes ne flirtaient pas avec des concepts qui les dépassaient. L'air dans la pièce devint de plus en plus chargé, une tension se formant lentement parmi eux. Zoé, qui jusqu'alors avait écouté silencieusement, prit la parole. Mais qui dit que les prédictions de Cayce sont fondées? Ce ne sont que des mots. Son scepticisme jetait une ombre sur le groupe, qui commençait à s'enthousiasmer pour les implications de leur découverte. Ça pourrait être juste une coïncidence. On ne peut pas choisir de croire tout ce qu'on lit, même si ça semble intéressant. Les autres se tournèrent vers elle, la surprise mêlée à de l'agacement. Lila, qui avait une forte personnalité, rétorqua. « Si tu penses que tout cela n'est qu'un hasard, pourquoi alors Cayce a-t-il eu une telle résonance dans l'histoire? Regarde combien de personnes se réfèrent à lui pour comprendre notre époque. » La dynamique du groupe commençait à se fissurer. Les débats qui avaient précédemment été amicaux prenaient une tournure plus sérieuse. Joseph, un peu en retrait, ajouta timidement. Peut-être qu'il serait utile de réfléchir à ce que cela signifie pour nous personnellement, plutôt que de se battre sur la véracité de Cayce. Son intervention fut accueillie avec un silence indécis. Il avait raison, mais l'angoisse des autres le paralysait. Catherine, qui avait jusqu'alors été la plus calme, proposa une idée. Que diriez-vous de diviser nos découvertes en groupes plus petits? Nous pourrions aborder les prédictions de manière plus ciblée, et peut-être trouver des réponses en échangeant nos réflexions. Cette idée sembla apaiser les esprits, et chacun accepta, bien qu'avec des réserves. Se regroupant par affinité, Lucas et Lila s'éloignèrent dans un coin. « Que penses-tu de cette montée en puissance du pape François ?» demanda Lucas. « Il semble vraiment vouloir apporter un changement, mais est-ce pour le meilleur ?» Lila haussait les épaules, consciente de la complexité de l'homme en question. « Je pense qu'il représente une voie d'espoir pour beaucoup. » Mais Cayce a prédit des conflits. N'oublions pas ce qu'il a dit sur les luttes spirituelles qui émergeraient. Peut-être que le pape sera au cœur de tout cela. À l'autre bout de la pièce, Zoé et Camille, armées de questions, firment l'idée d'identifier des témoins de l'époque que Cayce décrivait. On doit creuser davantage, affirma Zoé, décidée à ne pas se laisser influencer par le consensus. Camille acquiesça, son esprit alors déjà rempli d'images de futurs possibles, et peut-être, de dangers. Sous la tension qui montait dans l'assemblée, il était évident que la notion de responsabilité personnelle face à ces événements leur pesait. Chaque membre du groupe commençait à examiner ses convictions face à la portée de leur découverte. Les similitudes entre les prédictions de Cayce et le présent devenaient presque trop grandes à ignorer, mais cela remettait également en question leur propre vision du monde. Et si tout ceci est vrai? S'écria Lucas, son expression trahissant un mélange d'excitation et de peur. Qu'est-ce que nous ferons? Serions-nous capables de répondre à un appel qui pourrait changer notre vie et celle des autres? Cette question restait en suspens, créant un frisson de nervosité parmi les membres du groupe. Et la soirée avançait, et personne ne semblait prêt à quitter cette quête. Ils étaient tous sur le fil du rasoir, tenus entre la fascination pour le mystique et une peur sourde de ce qui pourrait venir. Comment pouvaient-ils, jeunes et apparemment impuissants, faire face au grand changement que Cayce avait prédit? Les idées se mélangeaient, entre espoir et désespoir, le groupe naviguant à travers un océan d'incertitude qui s'étendait devant eux. La clé pourrait résider dans la compréhension de nous-mêmes, non? Si nous savons ce que nous voulons vraiment,
Nous pourrions nous préparer, proposa Lila, tentant de guider le groupe vers une approche constructive. Mais cette suggestion fut accueillie de manière mitigée, certaines acceptations et d'autres objections se mêlant au désespoir ambiant. À mesure que la nuit avançait et que les étoiles scintillaient à l'extérieur, chacun des jeunes réévaluait sa propre place au sein de ce puzzle plus vaste. Des larmes d'incertitude et des éclats de rire mêlés se succédaient alors que l'on se livrait à des réflexions philosophiques sur la vie, la destinée et le futur. Ils savaient que peu importe quand ou comment les prédictions de Caïs se réaliseraient, cela laisserait des traces indélébiles dans leur cœur et leurs âmes. Le groupe réalise qu'ils ne sont pas les seuls à s'intéresser aux prédictions de Caïs. Alors qu'ils approfondissent leur enquête, des forces extérieures commencent à s'opposer à eux. Au départ, ils avaient observé quelques regards curieux dans les bibliothèques et les archives où ils passaient leurs semaines, mais tout cela avait pris une tournure inattendue. Quand Sophie avait ouvert un vieux grimoire, une note tombée à ses pieds révélait des hésitations de personnes aux intentions obscures, cherchant à détruire ce qui aurait pu être une vérité cachée depuis longtemps. Un soir, alors qu'il rentrait d'une séance de recherche, David, l'un des membres du groupe, remarqua une voiture qui les suivait. « On n'est pas paranoïaque, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en scrutant le rétroviseur. Les autres échangèrent des regards inquiets. « Peut-être qu'ils attendent juste qu'on se gare », rétorqua Émilie, mais elle ne semblait pas convaincue. Leurs craintes se confirmèrent lorsque la voiture s'arrêta à quelques mètres d'eux, et une silhouette en sortit, se dirigeant rapidement dans leur direction. C'était un homme d'une quarantaine d'années, portant un costume sombre qui ne présageait rien de bon. « Vous feriez mieux de laisser tomber vos recherches, » dit-il d'un ton glacé, ses yeux perçants fixés sur eux. Émilie se redressa, défiant l'inconnu. « Et vous, qui êtes-vous pour nous dire ça ? Nous sommes juste en quête de vérité. » Il esquissa un sourire amer. « Vous jouez avec des forces qui vous dépassent. Certaines vérités ne doivent pas être révélées. Je vous conseille de rentrer chez vous, avant qu'il ne soit trop tard. » Sur ces mots, il se détourna et remonta dans la voiture, mais l'ambiance était déjà tendue. Ce n'était qu'un avertissement, mais le groupe savait que cela ne resterait peut-être pas sans conséquences. Au fil des jours suivants, les incidents étranges commencèrent à se multiplier. Un de leurs ordinateurs fut piraté, des papiers essentiels disparurent, et une nuit, ils furent réveillés par un bruit sourd à l'extérieur de leur maison. Jean, le plus pragmatique du groupe, proposa de porter plainte à la police, mais il fut rapidement coupé par Sophie. « Tu réalises qu'ils ne vont pas nous aider ? Ils sont du même côté que ces gars-là, » dit-elle avec détermination. « Nous devons continuer. » C'est alors qu'ils décidèrent de se réunir de plus en plus en secret. Loin des regards indiscrets, ils se retrouvaient dans une vieille grange à l'extérieur de la ville, un lieu dont le propriétaire, un ami de longue date, avait été au courant de leurs recherches et leur avait offert refuge. Lingard, le propriétaire, était un vieux sage, qui avait connu des histoires étranges et des hommes encore plus étranges. Il leur avait conseillé de garder un profil bas et d'éviter de faire trop de bruit, mais il croyait fermement que leur découverte pourrait avoir des conséquences importantes. Mais malgré cela, le climat de méfiance ne faisait qu'augmenter. Lorsqu'ils commençaient à échanger leurs découvertes, une ombre semblait toujours flotter au-dessus d'eux. Les nuits se faisaient plus sombres, et l'angoisse s'intensifiait. Les artistes qui séjournaient près de la grange affirmaient avoir entendu des murmures, presque comme des avertissements crépusculaires qui s'insinuaient dans le silence de la nuit. Un jour, alors qu'ils étudiaient une prédiction portant sur des événements cataclysmiques de la fin des temps, ils croisèrent un ancien journaliste du nom de Julien, qui prétendait être sur les traces d'une organisation secrète cherchant à étouffer toute vérité qui pourrait voir le jour. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point leurs méthodes sont inflexibles, » avertit-il. « Ils ont des moyens presque illimités pour arriver à leur fin. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Ses yeux brillaient d'une profonde inquiétude, ce qui ne faisait qu'accroître les appréhensions de chacun. Les tensions atteignirent leur paroxysme lors d'une réunion où Julien avait amené des preuves tangibles de surveillance effectuée sur le groupe. « Regardez ça, » dit-il en projetant des photos d'hommes en costume sombre, cachés derrière des églises et des monastères. « Ils vous observent, et ce qu'ils veulent est au-delà de la simple intimidation. » David, déjà nerveux de nature, se leva brusquement. « On ne peut pas laisser ça passer. Nous devons dévoiler tout ça au grand jour. » Et devenir leur cible, répliqua Sophie, le regard embrumé d'angoisse. « Si ça n'en tenait qu'à moi, je chercherais à tout effacer. » Cela provoqua une guerre interne au sein du groupe, chacun confronté à ses propres peurs et motivations. L'incertitude et la méfiance au sein du groupe croissaient. Leurs réunions devinrent un véritable champ de bataille verbale, et chacun craignait même de trahir les autres par inadvertance. À ce stade, l'idée même de découvrir des vérités enfuies prenait le pas sur la compétition pour la survie. Une nuit, alors qu'ils se retrouvaient dans la grange, la tension était palpable. Lingard avait disparu, laissant sur la table un vieux livre poussiéreux. Quand ils l'ouvrirent,
Une page marquée d'un article de journal jauni attira leur attention. Une série de disparitions mystérieuses liées aux recherches sur Caïs, lisait l'article. C'était le déclic. Ils vinrent à comprendre que leur quête de vérité était devenue une menace. Soudain, un bruit sec retentit à l'extérieur, et une lumière vive illumina l'intérieur de la grange. Ils se hâtèrent de sortir, leur cœur battant la chamade. Face à eux, une multitude de silhouettes s'avançait, sombres et menaçantes. Dans la panique, ils comprirent que c'étaient les mêmes hommes qui les avaient avertis des dangers des jours précédents. Leurs visages étaient cachés, mais l'odeur de l'autorité et de la menace était palpable. « Vous n'auriez jamais dû chercher plus loin », dit l'un d'eux avec une voix calme mais impérieuse. Les membres du groupe échangèrent des regards, chaque esprit cherchant une solution. C'était une lutte entre la lumière et l'obscurité, et ils savaient que le temps s'épuisait. Ils devaient agir vite, ou ils seraient engloutis par une ombre bien plus grande que dans cette partie. Les jeunes font des découvertes majeures sur les implications des prédictions de Caïs. Ils décident de partager leurs résultats avec le monde, mais pas sans risque. Le groupe, composé d'Élise, Lucas, Sarah et Thomas, se réunit dans le petit salon de la maison d'Élise, entouré de livres, de notes éparpillées et d'un tableau blanc couvert d'idées, de schémas et de dessins. Nous devons être prudents, commence Sarah, en regardant autour d'elle. Ce que nous avons découvert pourrait changer la façon dont les gens perçoivent non seulement Caïs, mais aussi l'avenir lui-même. Thomas, toujours le plus sceptique de la bande, hausse les épaules. Mais qui va nous croire ? Les gens considèrent Caïs comme un charlatan. Comment allons-nous révéler cette vérité sans nous attirer des ennuis ? J'ai pensé que nous pourrions organiser une conférence, propose Élise, avec une lueur d'excitation dans les yeux. Cela pourrait attirer l'attention des médias et des chercheurs intéressés par le sujet. Nous pourrions même inviter des psychologues pour parler de la validité des expériences de Caïs. Lucas acquiesce, mais une ombre d'inquiétude traverse son visage. Oui, mais une conférence peut aussi attirer des sceptiques, des personnes qui viendront juste pour ridiculiser nos recherches. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Peut-être devrions-nous commencer par écrire un article pour une revue, suggère Élise, décidée à ne pas laisser la peur les retenir. Nous pourrions expliquer clairement nos découvertes, fournir des preuves et des références, et cela pourrait attirer l'attention d'un plus large public. Les idées fusent alors que chacun commence à poser des questions. Où organiser la conférence ? Quel public viser ? Quel journaliste convier ? Ces interrogations créent des tensions sous-jacentes. Sarah souhaite une grande maquette pour l'événement, attirant éclair ostensiblement, tandis que Thomas pense qu'il devrait rester discret afin de ne pas leur faire plus de mal que de bien. Et si nous invitions des chercheurs respectés qui croient en Caïs ? Propose rapide Élise, tentant de rassembler les opinions disparates. Cela prouverait que nous ne sommes pas seuls dans notre recherche et qu'il existe un véritable potentiel de discussion scientifique. À cette mention, des sourires apparaissent. Après quelques heures de discussion, le groupe convient finalement qu'ils organiseront un événement qui inclura un panel de chercheurs, des discussions ouvertes et une session de questions-réponses afin de permettre à tous de s'exprimer. Mais l'ombre du scepticisme reste présente, et certains commencent à remettre en question la stratégie du groupe. Écoutez, dit Lucas avec une voix plus grave. Nous devons nous mettre d'accord sur ce que nous cherchons vraiment à accomplir. Si nous cherchons juste à propulser nos idées au grand jour sans préparation adéquate, alors nous faisons juste exploser tout. Élise soupire. Je sens que nous avons tous des raisons différentes. Je crois vraiment en ce que nous avons découvert. Je veux inspirer les gens à voir les choses différemment. Mais je comprends votre inquiétude, Lucas. Nous avons du temps avant d'envoyer un communiqué de presse ou d'aborder les médias. Le soir tombe doucement sur la pièce, tandis qu'ils se perdent dans des discussions de plus en plus animées, la passion qui les anime drainant leurs énergies. La tension est palpable et le désaccord, plus profond. Il y a des voix qui s'élèvent. Certains pensent que les prédictions de Caïs pourraient avoir un profond impact sur la société, tandis que d'autres sont plus préoccupés par son caractère controversé. Finalement, après plusieurs heures de débat houleux, le groupe parvient à conclusion temporaire. Élise se chargera de la rédaction de l'article pour la revue académique, tandis que Sarah et Lucas s'occuperont de la logistique de la conférence. Thomas, de son côté, s'engage à rassembler des chercheurs qui pourraient être intéressés à participer et à discuter. Une fois le plan établi, il commence à contacter des journalistes et des personnalités du milieu académique. Il s'attaque à la formulation d'un communiqué de presse qui met en lumière leurs découvertes tout en abordant les implications pratiques des prédictions de Caïs. Mais le chemin qui s'ouvre devant eux n'est pas sans obstacle. Une première réponse d'un journaliste réputé arrive, négative. Les théories de Caïs ont été largement discréditées au fil des années. Comment pouvez-vous croire que nous souhaiterons couvrir un événement basé sur cela ? Le mépris dans le ton du journaliste fait résonner des doutes dans l'esprit de chacun.
Je savais qu'il ne comprenait pas, murmure Thomas, brusquement agacé. Pourquoi devrait-il s'intéresser à nous alors que d'autres sujets plus sensés existent? Élise tente de garder espoir. Cela prouve simplement la nécessité d'une discussion. Si nous n'essayons pas de défendre ce en quoi nous croyons, alors cela ne changera jamais. La tension dans le groupe s'intensifie lorsque Sarah commence à avoir des idées divergentes sur les lignes à suivre. Elle propose d'inclure une section sur les critiques des théories de Caïs dans leurs recherches, afin de se montrer transparent face à leurs opposants. Mais pour Élise, cette approche serait interprétée comme une faiblesse. Pourquoi devrions-nous nous défendre contre ceux qui ne comprennent pas nos découvertes? Nous devrions nous concentrer sur la clarté et l'importance de nos résultats, pas sur les critiques. Élise s'énerve, de plus en plus convaincue par la force de ses idées. Le désaccord grimpe à un niveau qui menace la cohésion du groupe. La nuit passe, chacun rentrant chez soi, les pensées embrouillées par les doutes et les réflexions énoncées. Ils s'attaquent à des questions encore plus profondes. Qui sont-ils dans cette quête? Que sont réellement les prédictions de Caïs pour eux? Les jours passent et peu à peu, ils commencent à réaliser l'importance de cette nouvelle réflexion. Chacun s'engage à travailler sur sa propre partie, mais face aux controverses grandissantes, chacun sent la pression. Se cacher de la vérité et des doutes extérieurs est l'une des plus grandes luttes qu'ils doivent affronter. Le jour de la conférence approche et le groupe doit faire des choix cruciaux. Vont-ils rester unis face à l'adversité, ou vont-ils se laisser distordre par leurs différences? La construction de cette phase délicate les façonne autant que leurs recherches. C'est avec une appréhension croissante qu'Élise regarde le programme final de la conférence. Leurs esprits sont en ébullition, leurs cœurs battent à l'unisson et le poids des attentes de ceux qui les entourent se fait sentir. Ils sont sur le point de partager leurs découvertes avec le monde, mais dans chaque regard, dans chaque silence, se trouve un monde de questions qui demeure à explorer. À l'approche de leur présentation publique, les tensions atteignent un point critique. Certaines personnes commencent à s'interroger sur la véracité des enregistrements et les motivations du groupe. La salle de répétition, habituellement remplie de rires et d'excitation, est devenue le théâtre d'une anxiété palpable. Les jeunes, qui avaient consacré des semaines à la préparation de leur projet, se retrouvaient à jongler non seulement avec les doutes extérieurs, mais aussi avec leurs propres incertitudes. Je ne sais pas si nous allons y arriver, murmura Sarah, les mains nerveusement entrelacées. Elle avait toujours été la plus déterminée du groupe, mais maintenant que l'échéance approchait, ses mots trahissaient une fragilité insoupçonnée. Les autres échangèrent des regards inquiets, comprenant que l'angoisse de Sarah n'était qu'un reflet de ce qu'ils ressentaient tous. Max, en revanche, tenta de dissiper l'atmosphère sombre. « Écoutez, ce que nous avons fait est incroyable, » dit-il d'une voix ferme. « Nous avons honoré notre vision, en enregistrant quelque chose de vrai et de puissant. Peu importe ce que les autres pensent, nous savons ce que nous avons vécu. » Son enthousiasme, bien que sincère, avait du mal à percer la muraille des doutes. Peut-être qu'ils ont raison, intervint Léa, la tête baissée, les yeux fixés sur ses notes. Peut-être que tout cela n'est qu'une illusion. Nos histoires, nos expériences, est-ce qu'elles sont vraiment assez bonnes ou vraies pour intéresser les autres? Ces mots laissèrent un goût amer dans la bouche des membres du groupe. Ils se regardèrent, chacun étant confronté à ses propres cascades de peur et d'autodoute. Qui était-il, après tout, pour prétendre à être la voix d'une génération? À ce moment, Momo, souvent considéré comme le joker du groupe, se leva et, avec une intensité inattendue, leur dit « Écoutez, si nous avions voulu plaire à tout le monde, nous n'aurions jamais commencé ce projet. Ce que nous avons partagé est le fruit de notre vécu, et c'est ça qui compte. » Ces paroles résonnèrent dans la salle, suscitant un murmure d'acquiescement. Les autres commencèrent à se remémorer les raisons pour lesquelles ils s'étaient engagés dans cette aventure. Chaque personne dans le groupe avait une histoire unique. Ensemble, elles formaient un puzzle complexe de lutte, de rêves et de passion. Le lendemain, ils décidèrent de se rencontrer plus tôt pour une répétition générale. Ils formèrent un cercle, main dans les mains, et Max proposa un exercice. Dites-nous ce qui vous fait peur à propos de la présentation, mais aussi ce qui vous rend fier. Le groupe se tourna vers lui, surpris par cette demande. Mais finalement, ils harmonisèrent leurs voix, partageant leurs doutes les plus intimes et leurs attentes les plus optimistes. Léa, la première à parler, avoua. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas capter l'attention. Mais je suis fière d'avoir eu le courage de parler de ma vérité. D'autres prirent la parole, révélant des luttes qu'ils avaient cachées, des blessures anciennes, des rêves avortés, et dans cette vulnérabilité partagée, une force collective se dessina. À fur et à mesure que chacun partageait, une énergie renouvelée emplissait la pièce. Les rires éclatèrent lorsque Momo imita les critiques négatives qu'ils avaient reçues, ajoutant une touche d'humour à des sentiments lourds. Leurs éclats de rire brisèrent la lourdeur, permettant à chacun de réaliser que,
Malgré leur peur, ils étaient là pour se soutenir les uns les autres. À l'approche du grand jour, les préparatifs prenaient une tournure plus excitante que terrifiante. Le jour de la présentation, ils se tenaient tous ensemble, devant un public anxieux. Leurs regards se rencontrèrent, et, comme s'ils avaient partagé une voix silencieuse, ils se sourirent, tous ayant décidé de se battre côte à côte. Lorsque le moment arriva, Sarah prit la parole en premier, sa voix tremblante au début, mais chaque mot qui suivit prit de l'assurance. Elle parla de leurs épreuves, de leur engagement à préserver la vérité et de la force qu'ils avaient trouvée ensemble. Peu à peu, le reste du groupe se leva à tour de rôle, partageant des histoires, des espoirs et des rêves. Les spectateurs, d'abord sceptiques, se laissèrent emporter par la passion qui émanait de ces jeunes. Ils luttèrent pour se faire entendre dans un monde souvent sourd. Même si tous les doutes n'avaient pas disparu, ils découvrirent une nouvelle perspective. Au lieu d'angoisse, il y avait de l'émotion, de l'authenticité, et cela touchait profondément le public. À la fin, la salle était en émoi, manifestant son soutien par des applaudissements nourris. Les jeunes réalisèrent qu'ils avaient réussi à se défaire des chaînes de la peur qui les retenaient. Ils avaient non seulement raconté leurs histoires, mais aussi tissé une toile d'entraide, de camaraderie et de respect. Alors qu'ils sortaient, main dans la main, chacun savait que cette expérience n'était pas seulement celle d'une présentation, mais un véritable passage vers la maturité. Ils avaient découvert que la force résidait dans l'union, dans la vulnérabilité et dans la capacité à se relever ensemble face aux doutes du monde extérieur. Le grand jour est enfin arrivé. La scène était dressée avec soin dans un auditorium vibrant d'énergie, les murs ornés de portraits de penseurs influents, et les rangées de sièges presque entièrement remplis. Les lumières tamisées créaient une ambiance presque sacrée, tandis que les murmures des spectateurs se mêlaient à l'odeur du café et des collations vendues à l'entrée. Les membres du groupe, unis par des mois de recherches acharnées, se tenaient sur scène, le cœur battant d'anticipation. Ils étaient prêts à partager avec le monde les liens qu'ils avaient découverts entre les prédictions d'Edgar Cayce et les événements tumultueux qui secouaient le monde contemporain. Lorsqu'ils prirent la parole, un frisson d'excitation parcourut la salle. Leurs graphiques, leurs photos et leurs données étaient projetées sur un grand écran derrière eux. Ils exposaient comment les visions de Cayce, souvent considérées comme des fantasmes mystiques, trouvaient des échos troublants dans les crises écologiques et les conflits géopolitiques d'aujourd'hui. Les membres du groupe, passionnés et convaincus, plaidèrent pour une reconsidération de ces prémonitions, soulignant leur pertinence dans le contexte actuel. Les réactions du public étaient comme un choc d'ondes, tantôt enthousiastes, tantôt sceptiques. Des murmures admiratifs s'élevaient, alors qu'un groupe de jeunes, visiblement passionnés par le sujet, applaudissait bruyamment après chaque intervention. Mais dans un autre coin de l'auditorium, un cercle de chercheurs se murmurait des doutes, leur visage trahissant une certaine méfiance. Ils critiquaient l'absence de preuves scientifiques rigoureuses, arguant que les théories de Cayce relevaient avant tout de la conjecture. Ce balancement entre enthousiasme et scepticisme alimentait un débat intense à travers la salle. À la fin de la présentation, une séance de questions-réponses commença. Un panel animé de voix se leva, chacune exprimant un point de vue unique. Un érudit en histoire ancienne questionna la méthodologie employée par le groupe, pointant du doigt les interprétations subjectives des révélations de Cayce. Une jeune femme, active dans le mouvement écologique, s'enthousiasma pour les liens entre la prédiction de Cayce d'une catastrophe environnementale et les incendies de forêt ravageurs de la saison. Elle déclara que ces messages devaient être entendus comme des appels à l'action. La tension montait, et les débats prenaient parfois une tournure émotionnelle, chacun défendant sa vision de la vérité. Et la controverse atteignit son paroxysme lorsqu'un journaliste influent, connu pour son scepticisme, se leva pour poser une question provocante. En quoi ces prophéties, fussent-elles vérifiées, pourraient-elles nous enseigner quelque chose que la science ne couvre pas déjà? Son ton était tranchant, attendant que le groupe se débatte dans les méandres de sa propre conviction. L'un des membres, un jeune homme aux idées brillantes, prit une profonde respiration avant de répondre. Il parla d'un besoin fondamental d'holisme dans un monde de plus en plus divisé, où la rationalité et l'intuition pouvaient coexister pour éclairer des vérités plus profondes sur l'humanité et son avenir. À mesure que la discussion avançait, le public commençait à se diviser. Des applaudissements nourris apparurent de chaque camp, mais aussi des visages fermés, remettant en question les attentes du groupe. Alors que l'événement touchait à sa fin, il était clair que peu importe où l'on se situait sur le spectre de la croyance, la discussion avait été amorcée. Les membres du groupe avaient semé les graines d'une réflexion profonde sur l'inconnu. Les conséquences de leur enquête se firent rapidement sentir. Plusieurs membres du groupe se retrouvèrent sous les projecteurs, sollicités par les médias pour partager leurs découvertes et leurs réflexions. Chacun d'eux réévaluait son propre rôle dans la société, conscient que leur quête de vérité pouvait éclairer des voies nouvelles pour ceux qui cherchaient des réponses.
Un sentiment d'urgence régnait sur leur mission désormais, poussant chacun à prendre des décisions plus audacieuses et engagées, que ce soit en se lançant dans des projets communautaires ou en travaillant avec des organisations environnementales. Leur vie changèrent également dans la sphère personnelle. Certains, qui avaient toujours ménagé une vie discrète, se mirent à se réévaluer, osant rêver à des projets plus grands, à une vocation plus engagée. Le jeune homme qui avait pris la parole face aux sceptiques commença à écrire un livre sur ses expériences, cherchant à toucher un public encore plus vaste avec ses idées. Une des femmes du groupe décida de lancer une série de conférences autour des liens entre spiritualité et écologie, unissant ces deux domaines souvent perçus comme antithétiques. Alors que les jours se transformaient en semaines, les réflexions du groupe prirent de l'ampleur. Ils réalisèrent que le vrai projet n'était pas simplement de valider les prédictions de Caïs, mais de provoquer un changement de paradigme dans la manière dont l'humanité perçoit son rôle sur cette planète. Ils se mirent à explorer comment les visions du passé pouvaient guider les choix d'aujourd'hui afin de construire un avenir plus inclusif. Réfléchissant à l'impact à long terme de leurs découvertes, ils comprirent que chaque voix comptait. Les théories de Caïs, qu'ils acceptent ou non, n'étaient qu'un exemple parmi tant d'autres des nombreuses voies spirituelles qui cherchent à comprendre notre existence. Ils prirent conscience que ce qui était vraiment en jeu, c'était la fragile connexion entre l'homme et son environnement, et comment cette connexion pouvait être renforcée par des dialogues ouverts et sincères. À l'approche de la conclusion de leur cheminement, ils se promirent de continuer à travailler ensemble, indépendamment des controverses et des critiques. Chaque rencontre, chaque échange, devenait une occasion d'apprendre et d'enseigner. Ils réalisèrent que dans ce monde en constante évolution, la peur de l'inconnu ne diminuerait jamais, mais qu'en agissant avec courage et compassion, ils pouvaient peut-être éclairer un chemin, pas à pas, vers un avenir que tous pourraient envisager ensemble. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer l'histoire à partir de ce texte. Claro. Por favor, fornesa o trecho que você gostaria que eu continuasse. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer l'histoire de cette manière.